Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci vraiment d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio dans Parlons Vrai chez Bourdin. 2 heures d'émission consacrée à évidemment, cette émission consacrée à tous les sujets d'actualité, mais nous avons choisi certains sujets. 0826 300 300, vous allez réagir à les sujets. Et aujourd'hui, ces sujets concernent notre vie quotidienne des Français. Près d'un Français sur 2 affirme vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois. Est-ce votre cas? Vous nous dites, appelez-nous 0826 300 300, votre témoignage. 31% des Français disent vivre avec moins de 100 € à partir du 10 du mois. Est-ce votre cas? Forte chute du bio en France, des ventes de bio, oui. Nous achetons moins de bio parce que c'est cher, parce que nous n'avons pas les moyens. Beaucoup de Français n'ont pas les moyens. De nombreux magasins ferment. Nous allons en parler évidemment ce matin. À partir d'aujourd'hui, il est possible de résilier ses contrats d'assurance plus facilement en 3 clics par voie électronique. Là encore, nous allons vous expliquer tout cela d'ici 11h. 11h midi. Vous le savez, nous sommes jeudi, c'est notre jeudi politique. 3 députés viendront débattre de quoi? De la réforme des retraites, de la pénurie de main-d'œuvre, de ces difficultés à boucler les fins de mois, de la hausse des prix qui ralentit, ça c'est une bonne nouvelle. Nous parlerons de tout cela tout à l'heure entre 11h et midi. Et puis à 12h05, je recevrai Jacques Attali qui publie Le Monde, mode d'emploi au pluriel. Prévoir ce qui nous attend au moins jusqu'en 1950, jusqu'en 2050. Jacques Attali écrit, je le cite, « Les crises qui s'annoncent sont bien plus terribles que toutes celles du passé. Mais quelle crise, quel risque pour l'humanité, pour notre monde, quelle menace ?» Nous en parlerons tout à l'heure avec Jacques Attali. Et 10h33, vous êtes sur Sud Radio, votre radio. Vos interventions sont essentielles. Donc 0826 300 300. Dans quel monde on vit? Avec Félix Mathieu. Félix, Airbnb commence à irriter de très nombreuses personnes. Des collectifs disent ne plus avoir les moyens de vivre dans leur ville. Airbnb envahit des quartiers, des collectifs locaux opposés à Airbnb qui ont décidé de se réunir au niveau national. Oui, ils accusent ces plateformes comme Airbnb d'aggraver la crise du logement. Ce collectif, désormais national, entend imposer une régulation du marché des meublés touristiques, des quotas, des incitations fiscales à la location à l'année. La coordination regroupe une vingtaine de collectifs locaux avec un message: un territoire n'est pas une marchandise, comme l'explique l'un des coprésidents qui représente le collectif local. Saint-Malo, j'y vis, j'y reste. Exode des habitants qui n'ont plus les moyens de rester chez eux, fermeture des petits commerces, des classes d'école, manque de main-d'œuvre, ville morte hors saison. Les membres de ce collectif ont énuméré hier lors de leur présentation les différents effets du surtourisme dans les zones qui concentrent le plus de meublés touristiques. Une habitante d'Annecy, par exemple, témoigne: dans ma rue, on peut estimer que la moitié des immeubles sont occupés par des Airbnb. Et dans la vieille ville, à Annecy, 23 immeubles ont été déclarés en péril parce qu'ils n'ont pas été entretenus. Ce n'est pas un propriétaire d'Airbnb qui va refaire la toiture, dit-elle, et de dénoncer les nuisances des va-et-vient incessants. La mission impossible des enfants étudiants pour se trouver un logement. La création de ce collectif intervient en plus une semaine après le report d'une proposition de loi transpartisane pour réguler ces locations touristiques. Report officiellement pour des problèmes d'agenda, mais bon, cette coordination soupçonne une volonté politique de reculer sur le sujet, de ne pas trop adopter des lois anti-business. Pourtant, à l'approche des Jeux Olympiques de l'année prochaine, la tentation va être d'autant plus forte pour les propriétaires de se mettre en meublé touristique à prix d'or. Les prix des nuitées ont déjà commencé à flamber sur la capitale pour la période des JO. Très intéressant sujet, merci beaucoup Félix. Airbnb qui envahit de nombreuses villes, de nombreux centres-villes, et je sais que certains en profitent. Certains louent leur logement par Airbnb ou d'autres plateformes, mais d'autres protestent contre l'envahissement, une forme d'envahissement. Alors dites-nous, témoignez, 0826 300 300, Airbnb, oui, non, faut-il mieux réguler? Vous nous dites, je ne sais pas moi, prendre des mesures pour contrer cet envahissement. Vous nous dites 0826 300 300, à contrario, peut-être qu'Airbnb vous permet de boucler vos fins de mois justement. Les fins de mois, on en parle puisque
puisque près d'un Français sur deux affirme vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois. On va parler de la consommation des Français avec Yves Puget, qui est directeur de la rédaction de LSA, le magazine des professionnels de la consommation. Yves Puget, bonjour. Oui, bonjour. Alors, au regard de cette enquête de l'IFOP, près d'un Français sur deux qui affirme vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois, 31% avec moins de 100 €, est-ce qu'on constate que la consommation dans les grandes surfaces, dans la grande distribution, baisse ? Oui, il y a une baisse en volume, c'est certain. Donc c'est mauvais signe. Après, il faut toujours regarder un petit peu dans le temps. C'est une baisse en volume 2023 par rapport à 2022. Oui. Et il n'y a pas de baisse en volume si on regarde par rapport à 2019. Donc finalement, chacun va pouvoir sortir son chiffre qui l'intéresse. On est un peu dans une bagarre de chiffres. Mais de toute façon, oui, il y a des arbitrages qui sont très forts pour répondre à votre interrogation. Oui, les écarts se creusent entre les entreprises, entre celles qui vont bien et celles qui vont mal. Mais les écarts se creusent aussi entre les Français. Il suffit de regarder sur les déclarations de personnes qui vont au restaurant. Si on est sur les personnes aisées, les cadres supérieurs, on est à un indice 110. Et si on va sur les classes moins aisées, nettement moins de restaurants vu que c'est tombé à un indice 85. Donc oui, il y a des choix qui se font malheureusement. Très intéressant, 0826 300 300. Vous nous dites près d'un Français sur deux qui affirme vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois. Vous nous dites, vous témoignez, racontez-nous comment faites-vous, Yves Puget, donc une consommation moindre et une autre consommation, une consommation différente, j'imagine. Oui, il y a des arbitrages. Alors bien évidemment, les premiers prix sont plébiscités. Alors ils partent de bas parce que c'était 4% des ventes. Oui. Et la croissance est très forte. Donc il y a effectivement une vague d'achat vers les premiers prix. Après les marques de distributeurs de manière plus classique. Et puis surtout les enseignes qui gagnent des parts de marché, ce sont les enseignes qui ont des images prix très fortes. Donc effectivement, il y a des Français qui font des choix. Et malheureusement, les secteurs qui dévissent, ce sont les secteurs avec surtout des produits sains, ce qu'on appelle les produits frais traditionnels, les fruits et légumes, le poisson, la viande. Et là, sincèrement, on voit vraiment une désaffection de la part des consommateurs, avec des consommateurs quand même qui essayent de se faire plaisir. Par exemple, des petits plaisirs à pas cher, les produits sucrés ont de fortes hausses. Oui, forte hausse des produits sucrés, forte baisse des fruits et légumes, de la viande, du poisson. Ça veut dire une consommation et une alimentation qui est de moins bonne qualité. Et puis, autre phénomène, la forte chute du bio. Le bio est en régression depuis au moins 3-4 ans. Ça continue, ça ne se redresse pas même s'il y a peut-être des petits espoirs. Et effectivement, ça se voit dans les ventes, à peu près à moins 5%. Ça se voit dans l'assortiment qui, dans les grandes surfaces, a été réduit. Et sur les enseignes de bio, il y a à peu près 2100 magasins bio en France, à peu près 700 000 mètres carrés. Et l'année dernière, il y a eu, je crois, à peu près 200 fermetures pour simplement 100 ouvertures. Donc le solde est négatif en nombre de magasins bio. Oui, le solde est négatif, des magasins bio ferment, ici ou là. Alors, encore une fois, 0826 300 300, est-ce que vous avez renoncé au bio parce que c'est trop cher? Pourquoi? Est-ce que c'est le prix, avant tout, Yves Puget, qui pousse des consommateurs à renoncer au bio? Alors, je veux bien croire qu'il y a le prix. C'est vrai qu'il y a un problème. Le bio a toujours été plus cher que le conventionnel. Mais d'abord, l'inflation était moins forte dans le bio qu'ailleurs, première chose. Oui. Et deuxièmement, ça avait commencé avant l'inflation. Avant le Covid, il y avait déjà des signes de recul du bio. Et elles sont multiples, les raisons. Bien évidemment, il y a le pouvoir d'achat, mais on peut aussi évoquer la tendance sur les produits du terroir, les produits locaux. Et ça vient contrer l'image du bio. Et puis, il y a eu aussi une image du bio qui a été brouillée par des labels moins 10 ans, on va dire, comme HVE, d'autres labels. Donc finalement, le bio a besoin de retrouver un petit peu ses valeurs et de les expliquer mieux. Mais si on regarde le bio, ce sont des produits sains, ce sont surtout des produits français et donc logiquement ça devrait redémarrer. Est-ce que la baisse de consommation dans la grande distribution, les grandes surfaces, n'est pas aussi la conséquence d'un changement de comportement du consommateur qui se précipite de plus en plus vers des commerces de proximité ou des producteurs de proximité?
Oui, je veux bien vous croire, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas beaucoup de chiffres qui le confirment. Oui. Alors c'est facile, effectivement, tous les médias en parlent, le retour de, Oui. de ce commerce. Oui, la proximité, notamment la proximité de la grande distribution avec les grandes enseignes, là ça progresse. Après, on est sur des marchés de niche, si on est sur de la vente directe, ça reste La des vente marchés de directe, niche. oui. Oui, c'est une niche, la vente directe, Yves Puget. Ouais. Et les marchés se portent bien quand il y a de bons marchés, et c'est très bien, parce qu'on peut fréquenter la grande distribution et adorer son marché le samedi matin. Bah évidemment. Mais Yves Puget, autre chose, nous avons reçu les chiffres ont été divulgués hier, chiffres de l'inflation qui baissent. Hein. Le niveau d'inflation est en train de baisser. Est-ce que les prix vont baisser, Yves Puget? Alors là aussi, le niveau de l'inflation baisse. Encore une fois, les chiffres, on prend ce qu'on veut dans les chiffres. Oui. C'est le niveau de l'inflation qui baisse avec les carburants. Avec le carburant, c'est Avec vrai. l'énergie. Donc Oui, c'est vrai. sur l'alimentation, pour l'instant, Oui. honnêtement, tous les distributeurs vont pouvoir faire de la communication en disant qu'il y a quelques références qui baissent. Mais Oui. globalement, la première chose, c'est espérer que l'inflation s'arrête. Oui. Avant de parler de déflation, commençons par parler d'arrêt de l'inflation. Ce sera déjà une bonne chose. Après, est-ce que les prix vont baisser? Moi, je veux bien tous les indicateurs qu'on veut, mais si vous interrogez les Français, ils vont faire quoi? Ils vont vous dire que c'est la viande, je reviens sur la viande, les fruits et légumes, où ils voient les prix le plus monter. Et c'est ça qui fait, entre guillemets, leur indicateur prix dans leur tête. Et c'est pas du tout dans les 75 industriels référencés par Bercy pour essayer de renégocier. Donc, et là, sur les fruits et légumes, par exemple, on est tout simplement sur des produits de saison. Donc Oui. c'est la météo qui va être importante. Donc celui qui a une boule de cristal et qui peut vous dire que les prix vont baisser, chapeau à lui. Moi, je connais pas le temps cet été pour la récolte des fruits et légumes. Oui. Yves Puget, vrai pour l'alimentation. Et en ce qui concerne les autres biens de consommation, Yves Puget? Il y a des choix. Encore une fois, on est dans Oui. une période d'arbitrage. Donc des petits plaisirs pas chers, oui, ça fonctionne. Et après, pour changer son lave-vaisselle ou son lave-linge, on va attendre un petit peu plus. On Mais va refaire attendre. sa cuisine, il y en a eu beaucoup en plus. Là aussi, c'est toujours la même chose. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Oui. Dans la cuisine, c'est en baisse. Mais pourquoi? Tous les ustensiles de cuisine, pourquoi? Parce que pendant le Covid et le confinement, tout le monde a refait sa cuisine. Quand je dis tout le monde, j'exagère, mais beaucoup. Et oui. Donc on ne refait pas sa cuisine tous les 2 ans. Et évidemment. Et on n'achète pas des ustensiles de cuisine tous les 2 ans. Hein. Évidemment. Évidemment. Bon, Yves Puget, c'était très intéressant comme d'habitude. Directeur de la rédaction d'LSA, c'est le magazine des professionnels de la consommation. Merci à vous pour votre regard sur notre consommation. Tiens, à propos, je parlais d'Airbnb tout à l'heure. Vous allez évidemment réagir sur une forme d'envahissement d'Airbnb dans les centres-villes notamment. Et je parlais hier du manque de main-d'œuvre des saisonniers je sais pas moi, dans l'hôtellerie, la restauration, le maraîchage, l'arboriculture, on ne trouve pas de saisonniers. Eh bien, tiens, François Ruffin, le député LFI, fait une proposition. Il propose le camping gratuit pour les étudiants saisonniers. C'est une assez bonne idée, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez-y. Vous réagissez si vous le souhaitez. Nathalie est là. Nathalie est à Bordeaux. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir, Nathalie. Vraiment. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, alors Nathalie, comment est-ce que vous faites partie de ces Français qui affirment vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois? Oui, on va dire ça. Je suis obligé parce qu'en plus je viens de remonter quand même un commerce, donc j'ai un loyer supplémentaire, des charges supplémentaires. Pas très bien là, Nathalie. Tout près de votre téléphone, si vous pouvez, parce que peut-être que. J'y suis. Ah là, voilà, c'est bien, là, c'est bien. Route, voilà. Alors, oui, voilà. Donc j'ai démarré une nouvelle activité en plus en début d'année, donc j'ai un loyer supplémentaire, des charges supplémentaires, mais bon, je tenais à me réinstaller. Oui. Donc effectivement, je suis obligée de compter. Oui. Voilà, et voilà. Et j'ai quand même l'habitude de bien manger, de manger bio, mais sauf qu'autour de chez nous, on trouve des producteurs. Et au niveau des prix, c'est bien meilleur qu'en grande surface. Je vais rarement en grande surface, pour dire jamais. Et ma base d'alimentation, c'est le riz. Le riz, ça n'a pas forcément très augmenté. Et après, je vais chez les producteurs et je trouve des choses absolument très raisonnables en prix, quoi. Avec le riz. Le riz, c'est vraiment, il y a 2 aliments de base, 3 aliments de base, les pâtes, le riz et les pommes de terre. Alors moi, je suis pas très blé parce que j'ai une intolérance au gluten, donc le riz me va bien. Après, la patate douce,
Oui. Voilà, et puis après, quand on mange de saison, franchement, si vous allez chez les producteurs ou sur les petits marchés, je dis bien sur les petits marchés parce qu'il y a des marchés Oui. qui sont devenus très chers. Les endroits où il y a de l'argent à Bordeaux, les marchés sont très chers. Oui. Mais après, il y a un marché à Senon, par exemple, qui est tout près de Bordeaux. Senon, on trouve des producteurs absolument très raisonnables au niveau des prix, quoi. Et on n'a que les légumes de saison. Oui, mais Nathalie, Voilà. vous prenez le temps de cuisiner aussi. Ah, bien sûr. Je Ah n'achète oui, rien, eh je peux oui. fabriquer. J'ai horreur de ça. Je préfère bouffer un bol de riz que j'ai cuit moi-même que de m'acheter un truc préfabriqué. Je ne peux pas. Vous J'ai êtes comme essayé de moi, faire vous êtes comme ça. moi, Nathalie, alors. Ouais. Moi Donc, aussi, je cuisine. Je cuisine régulièrement. Ah, ben oui, tous les j'adore, jours, d'ailleurs. Parce Tous les que jours, moi c'est un aussi, plaisir, c'est un plaisir. Ouais, tout à fait. Ah oui, en plus, ça me vide la tête de cuisiner. Bon, voilà. Bah, Donc, et c'est vrai je que m'en sors. Et parce qu'en plus, j'ai 2 chats à nourrir, donc si vous voulez, il faut quand même que je... Bon, voilà. Donc mes chats, ils sont habitués à manger des restes aussi. ils mangent et bien aussi, voilà. vos chats. Ils mangent Oui, bien aussi. complètement. Je le complètement. sens, oui. Oui, complètement. Oui, Voilà. oui, je Mais sens qu'on bon, est bien pour chez l'instant, vous. Pour l'instant, je m'en sors. Alors évidemment, j'espère développer mes affaires et retrouver un peu plus Bien sûr. de sérénité à ce niveau-là. Hein. Je fais tout ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai démarré un défi argent de Lilou Massé, là, le 20 mai. Je fais un défi sur l'argent sur 3 mois, justement pour peut-être libérer aussi le fait que je pense ne pas mériter l'abondance ou voilà et que je me retrouve dans cette situation. Merci Nathalie, dans tous les cas. Merci d'être Bonne avec journée à nous. vous. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Il est 10h47, c'est un plaisir de dialoguer avec vous. Nathalie, faites comme Nathalie, 0826 300 300. À tout de suite, nous allons parler de toute autre chose maintenant. À partir d'aujourd'hui, 1er juin, il est possible de résilier ses contrats d'assurance, ceux qui font doublon, et ça arrive plus facilement en 3 clics par voie électronique. Nous allons voir comment dans un instant. Jean-Jacques Bourdin. Résilier ses assurances en 3 clics, ses abonnements en 3 clics. À partir d'aujourd'hui, tout professionnel qui propose de conclure un contrat d'assurance sur son site devra permettre de le révoquer en ligne. Édouard Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur d'IDL. C'est une plateforme gratuite imaginée pour gérer, optimiser et résilier l'ensemble des factures. C'est cela ? C'est ça, alors ça se prononce IDIL, mais oui, c'est bien ça. IDIL, pardon. Pas de souci. Et Je suis désolé. Non, l'écriture est compliquée aussi, on n'a pas forcément été très bon là-dessus, mais voilà. Non, IDIL, pourquoi IDIL d'ailleurs ? Parce que c'était un peu un monde qu'on voulait imaginer, qui était un peu un monde idéal sur lequel on peut gérer facilement tous ces contrats, les résilier facilement et arrêter de payer trop cher tous les mois. Bon, donc IDIL, c'est idéal, quoi. Édouard Alexandre, alors, à partir d'aujourd'hui, si j'ai constaté, il y a quelques jours par exemple, que certaines de mes assurances font doublon, j'ai à partir d'aujourd'hui la possibilité de résilier les contrats en 3 clics sur Internet ? C'est ça. Donc ça marche pour les assurances qui font pour toutes les assurances. Et l'objectif, c'est de permettre aux gens du coup de pouvoir résilier théoriquement facilement ces contrats-là. Donc comme vous dites, c'est utile pour les assurances qui sont en doublon et c'est aussi utile surtout pour les assurances affinitaires qu'on paye pour des smartphones ou qu'on paye auprès de non-assureurs dans la grande distribution ou en ligne. Et qui sont parfois du coup les assurances qu'on oublie et quand on a un peu on procrastine les résiliations qui peuvent s'avérer très coûteuses sur le long terme. Ben oui, Édouard, je regardais, par exemple, je pars en voyage, je prends une assurance auprès d'un voyagiste, je devrais pas parce que ma carte de paiement, ma carte de crédit me couvre, donc je prends une assurance pour rien, quoi. Ouais, alors ça c'est carrément, vous avez raison, c'est un autre enjeu qui touche beaucoup de Français sur lequel on a peu d'informations, c'est qu'en plus on a très souvent des assurances qui nous couvrent déjà et oui. on souscrit à d'autres assurances parce qu'on n'est pas vraiment sûr d'être couvert sur des assurances qui existent déjà. Donc vous l'avez dit, les cartes de crédit c'est un super exemple parce que sur les assurances voyage, généralement on est couvert si on a une carte avec quelques avantages, ouais. Mais c'est aussi le cas d'assurance habitation qui parfois peuvent couvrir des smartphones ou autres biens qu'on pourrait casser. Est-ce que vous avez essayé donc cette résiliation en 3 clics ? La promesse est tenue ou pas ?
Alors, on est allé vérifier sur certaines plateformes ce matin. Pour l'instant, du coup, la promesse est tenue. Moi, j'avais rien à résilier, donc j'ai pas pu le faire, mais je vais m'abonner à un service pour pouvoir le résilier et vérifier que ça fonctionne bien. Après, nous, de notre positionnement, on salue tout ce qui va dans le sens de la marche pour les consommateurs. C'est une bonne nouvelle et c'est une bonne décision. C'est pas non plus la panacée dans le sens où il y a deux choses. C'est que certaines assurances, comme l'assurance habitation ou assurance auto, si on veut faire des économies, il faut faire jouer la concurrence. Et aujourd'hui, ça ne veut pas passer par une résiliation, ça veut dire passer vers notre assureur, et c'est l'assureur qui va gérer la résiliation. Alors justement, j'allais vous poser la question, Édouard. J'ai constaté que mon assurance auto était un peu chère. Je fais jouer la concurrence. Un autre assureur me propose moins cher. Je peux résilier ma première assurance? Alors non, ça dans ce cas-là, il ne faut pas résilier justement. C'est l'assureur qui gère la résiliation pour vous. Ouais. Et c'est aussi un risque que nous on a, c'est qu'on a peur que des personnes puissent résilier trop facilement des contrats et se retrouvent mal couverts parce que justement ils ont résilié un contrat d'assurance alors qu'ils ne devaient pas. Ouais. Donc ça c'est vraiment un enjeu sur lequel il faut être assez vigilant. Donc c'est vraiment pour ce cas de figure, entre guillemets, ça n'a pas vraiment une importance. Et le gouvernement compte inclure notamment sur la résiliation en 3 clics les forfaits mobiles et les contrats d'énergie. Ici, pareil, il faut vraiment prévenir les gens sur le fait que dans la majeure partie des cas, il ne faut pas résilier son contrat d'énergie, il ne faut pas résilier son contrat de téléphone si on veut passer à la concurrence, parce que si on le fait, on risque de perdre son numéro de téléphone, on risque de perdre sa couverture énergétique. Aujourd'hui, si on veut passer à la concurrence, ça se fait en 3 clics, il n'y a pas de courrier qui part, c'est super simple, il n'y a pas de frais pour les courriers, pour les contrats de gaz et d'électricité, et du coup là-dessus, entre guillemets... Donc si je veux passer à la concurrence aujourd'hui, je peux en 3 clics. Alors voilà, il y a déjà légalement, il y a plein de règles qui ont été mises pour le faciliter, en assurance, en énergie, en télécom. Il y a des plateformes comme la nôtre qui, en plus, gèrent toutes les démarches pour vraiment être sûr que vous n'ayez rien à faire. Donc on va sur votre plateforme et vous gérez le changement, quoi. Oui, voilà. Si vous voulez changer d'assureur pour payer moins cher, vous me dites vos besoins, vos garanties, qu'est-ce qui vous intéresse. On va trouver auprès de la concurrence les meilleurs services et après on gère tout pour vous. La résiliation, la mise en place du contrat, le suivi avec le service client. Oui. Donc il n'y a déjà rien à faire. Oui. Ça permet de faire des économies, ça, dites-moi, hein? Pas mal, surtout dans le contexte actuel où tous les contrats ont augmenté. Il y a vraiment quelque chose là-dessus qui est assez intéressant parce que les contrats d'assurance, de télécom ou autres, il se passe quelque chose qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'il y a une sorte de taxe à la fidélité où plus on est assuré depuis longtemps chez quelqu'un, plus on est chez le même opérateur depuis longtemps, plus on paye cher. Et du coup, aujourd'hui, si on veut dégager 500, 600, 700 euros d'économie dans son ménage, passer 2-3 jours à faire le tri dans ses abonnements, c'est le meilleur moyen du coup de récupérer du pouvoir d'achat. Ça, c'est formidable. Hein. Alors, cofondateur d'Idyl. Allez sur Idyl, hein, pour gagner un peu d'argent. Je parlais tout à l'heure des fins de mois. Bah tiens, voilà peut-être une source d'économie. Merci beaucoup, Édouard Alexandre. Pas de souci. Merci beaucoup. Très intéressant. 10h57, débat. Entre 11h et midi, vous le savez, nous sommes jeudi politique, comme tous les jeudis, débat avec 3 députés. Nous allons beaucoup parler de la réforme des retraites. Où en est-on? On attend le 8 juin. Que va-t-il se passer le 8 juin? Et puis on parlera aussi de la hausse des prix qui ralentit, de la pénurie de main-d'œuvre, des fins de mois difficiles. Enfin bon, il est 10h57, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Comme tous les jeudis, jeudi politique, comme tous les jeudis, nous recevons députés ou sénateurs. Ce matin, 3 députés avec nous. Alors, par ordre alphabétique, Iñaki Echaniz, député PS des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, j'ai bien prononcé. Oui, parfait. Iñaki, c'est bien cela. C'est bien ça. Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour. Et Bertrand Pancher, qui est député Lyotte de la Meuse. Bonjour. Vous êtes président même du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale, dont on parle beaucoup, ce groupe Lyotte, 20 députés, c'est bien cela. 21 maintenant. Ah oui, c'est vrai que depuis la dernière élection législative dans l'Ariège, vous êtes 21. Oui. Bon, vous êtes 21. Bien, nous allons débattre de plusieurs sujets, mais évidemment, avant tout, de la réforme des retraites. Réforme des retraites qui n'en finit pas d'être débattue, d'ailleurs. Assemblée nationale, hier, commission des affaires sociales de l'Assemblée. La commission a rejeté la principale mesure de la proposition de loi que vous défendiez, qui ramenait à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite. C'est bien ça, Bertrand Pancher? Tout à fait ça. Bon,
Qu'allez-vous faire maintenant, gros Pliotte? Maintenant, on va redéposer un amendement rétablissant l'article 1er. Nous avons la possibilité de le faire. Malgré le vote contre. Malgré le vote contre, c'est une commission. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que le Parlement, évidemment, se prononce. Il faut évidemment pour ça qu'il n'y ait pas une poursuite de l'obstruction parlementaire. C'est hélas probable. Si la présidente respecte son rôle et respecte les pratiques du Parlement, ça sera le cas, c'est-à-dire que cet amendement sera déclaré recevable puisqu'il est issu d'une proposition de loi et que toutes les propositions de loi sont toujours recevables. Si la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui subit d'énormes pressions de la part de la minorité présidentielle et du gouvernement, craque et ne défend pas l'institution, eh bien, comme on dit chez nous, la messe sera dite, cet amendement sera déclaré irrecevable, et malheureusement, malgré toutes les tentatives... Il n'y aura pas de vote sur la réforme des retraites. Amendement, donc c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui peut bloquer cet amendement, on est bien d'accord, c'est l'article 40 de la Constitution, blocage de cet amendement qui, dit la majorité, crée une aggravation de la charge publique, la charge financière publique. C'est la raison invoquée. Bon, j'essaie d'être le plus clair possible, vous l'avez compris, parce que je me mets à la place des auditrices et des auditeurs qui ne comprennent plus rien à cette histoire de réforme des retraites et au cheminement de ce texte. Alors, vous répondez, Mathieu Lefebvre, au nom du groupe Renaissance et de la majorité. Oui, les auditeurs comprennent plus rien, mais ils voient bien qu'il y a un groupe politique qui participe à l'hystérisation de la vie politique et qui est aujourd'hui une divine surprise pour l'extrême droite et l'extrême gauche, qui leur tend la main de façon totalement éhontée. Donc le groupe Pliotte tend la main à l'extrême droite et l'extrême gauche. Monsieur Poncher. Et ce qui fait mal au débat public, c'est quand Monsieur Poncher, il y a quelques années, proposait lui-même d'allonger l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, et aujourd'hui, il s'y oppose. On a retrouvé les amendements, vous pouvez vérifier, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Et ce qui me fait encore plus mal au débat public, moi j'étais hier dans la salle à côté, on a entendu des cris, des hurlements, l'hystérisation du débat public. Et il y a eu des déferlements de haine contre la présidente de la Commission des Affaires sociales. Il y a eu un tweet de Monsieur Thomas Porte qui parlait d'envoyer des gens à la mort en les envoyant à la retraite. Et il n'y a eu aucune condamnation de la part de Monsieur Poncher. Ce tweet existe, je l'ai vu. Je voudrais vous dire que ça, en démocratie, c'est extrêmement dangereux. On peut s'opposer à la réforme des retraites de bonne foi, mais participer à l'hystérie de la vie politique et tendre une main tant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, je dois vous le dire, Monsieur Poncher, vous ne devez pas être très à l'aise dans vos baskets ce matin. Alors, vous répondez, Bertrand Poncher, à ce que vient de dire Mathieu Lefebvre, mais je voudrais, on va se concentrer sur le texte en lui-même. Mais vous répondez. D'abord, je suis très à l'aise dans mes baskets. Je vais aller faire une belle course à pied ce matin et je suis en pleine forme. Déjà, premièrement, c'est important de faire un peu de sport, même si on est parfois fatigué. Je voulais dire que toutes ces accumulations de mensonges, ça fait pas des vérités, quoi. Vous ne proposiez pas l'article de 64 ans ? Toutes ces accumulations de mensonges, ça ne fait pas des vérités. Est-ce que vous avez proposé Je me suis engagé pendant ma campagne électorale. Par écrit. Je me suis engagé dans ma campagne électorale par écrit. Moi, je ne mens pas à mes électeurs. Je me suis engagé. J'ai un amendement. Non, mais écoutez, Monsieur Poncher, retraite à 64 ans. Je me suis engagé pendant cette campagne électorale auprès de mes électeurs à ne pas participer à un allongement de l'âge légal tel qu'il était annoncé par Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'avez proposé au préalable, je me suis engagé vis-à-vis de mes électeurs en termes de promesses électorales. C'est quand même pas mal. Et deuxièmement, vous niez que vous l'avez proposé il y a quelques années. Et deuxièmement, ce que j'ai toujours condamné, c'est la méthode. Et vous le savez très bien, vous ne savez pas diriger. Vous commencez par prendre des décisions, vous essayez d'écouter ensuite, et vous étonnez que l'opinion publique soit contre vous. Et comme l'opinion publique est contre vous, et que cette réforme est contestée par tous, vous bafouez les droits du Parlement, vous avez créé une crise sociale, maintenant une crise politique, et maintenant une crise institutionnelle. Vous donniez 100 jours pour apaiser le pays. Chapeau. Et vous voulez aller
allez, avec qui, avec Marine Le Pen et vous voulez mettre le feu à notre pays? Vous êtes minoritaire. Vous êtes minoritaire. Puisque vous êtes minoritaire, faites en sorte de travailler avec tout le monde. Bien. Ce qui fait mal aujourd'hui à nos institutions... Yaki Echanis, député socialiste. Ce qui fait mal aujourd'hui à nos institutions, à notre démocratie, c'est les pratiques de la minorité présidentielle qui empêchent les parlementaires qui représentent le peuple à voter. C'est extraordinaire ce pays parce qu'on a une minorité présidentielle et une minorité oppositionnelle. On a un député qui a déposé 20 000 amendements et qui parle d'obstruction pour les autres. Ça aussi, c'est extraordinaire. Non, mais vous empêchez un vote, monsieur. Qui empêchait le vote? Mais vous... C'est vos 20 000 amendements. Non, mais vous avez tout fait. Vous avez utilisé tous les stratagèmes, vous avez réfléchi, vous avez fouillé dans les moindres recoins pour empêcher les parlementaires de voter. Vous avez l'ensemble des organisations syndicales qui sont contre vous. Vous avez une majorité écrasante des Français qui sont contre vous. Vous avez une majorité des parlementaires qui sont contre vous. Si vous aviez un peu de courage et si vous étiez sûr de vous, il fallait aller au vote. Il n'y a pas eu de vote hier, pardon, excusez-moi, il n'y a pas eu de vote hier. Mais en commission, c'est pas la même chose que dans l'hémicycle. Il y a des députés de second ordre. Le vote ne vous plaît pas, donc c'est pas un bon vote. C'est pas la même chose parce que vous avez organisé le placement. Hier, il y a eu un vote pour refuser l'abrogation. Mais il y a eu un vote de la commission des affaires sociales. C'est pas un vote de second ordre, monsieur C'est parce que je dis, les équilibres sont pas les mêmes en commission. Les équilibres sont pas les mêmes. Les équilibres sont pas respectés en commission. Mais si vous étiez si sûr de vous, pourquoi ne pas avoir été au vote dans l'hémicycle? Mais maintenant, c'est passé le vote. Pourquoi on a déjà débattu. Moi, je vous pose une autre question parce que j'écoute l'opinion publique qui commence à se lasser de cette histoire de réforme des retraites. Oui. Je vous l'ai dit des deux côtés, hein. Que ce soit pour ceux qui la défendent ou que ce soit ceux qui l'opposent. Non, qui s'y opposent, si, commence à se lasser. Est-ce que c'est pas aujourd'hui un combat d'arrière-garde? Écoutez, si se battre pour faire en sorte que notre démocratie fonctionne, c'est un combat d'arrière-garde, il vaut mieux qu'on arrête tout, quoi. Je crois que le combat que nous menons actuellement, il prendra date. Si nous baissons les bras et si nous faisons en sorte que ce Parlement soit bafoué et que quand moi je reviens dans ma circonscription, je sois face à des électeurs qui me disent, vous savez, bon, on a déjà eu du mal à se déplacer pour voter, mais vous voyez bien que vous servez à rien puisque vous proposez quelque chose, c'est même pas débattu à l'Assemblée nationale. Mais dans quel pays on se trouve, quoi? Notre démocratie, c'est notre bien le plus cher. Nous devons vraiment le préserver. Et ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. On a encore une semaine pour convaincre notre présidente de l'Assemblée nationale qui est là pour garantir les institutions. J'espère qu'elle ne va pas craquer. Alors, si la présidente de l'Assemblée nationale bloque en faisant jouer l'article 40 de la Constitution, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous voulez? On sera allé jusqu'au bout. Mais est-ce que je vous dis ça, je vous coupe Bertrand Pancher, je vous dis ça parce que la NUPES réfléchit à une motion de censure. Vous déposerez une motion de censure? On réfléchit à toutes les possibilités qui nous restent pour faire en sorte que cette réforme ne rentre pas en vigueur et ne vienne pas imposer 2 ans de plus. Donc, est-ce que vous pourriez déposer une motion de censure? On utilisera l'ensemble du panel qui sera à notre disposition et on verra. On espère aussi, comme le groupe Lyot, qu'on pourra enfin surtout débattre de cette proposition le 8 juin et qu'on pourra voter. Nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir voter enfin sur ce texte-là et mettre en responsabilité. Si vous ne votez pas, parce qu'encore une fois, la présidente l'aura décidé, en évoquant, je le répète, l'article 40 de la Constitution, je reviendrai pour expliquer ce qu'est cet article 40 de la Constitution. Que faites-vous? Bertrand Pancher, que faites-vous au groupe Lyot? Vous déposez une motion de censure? Écoutez, on a déjà déposé. Vous respectez une décision qui respecte la Constitution. On a déjà déposé. Je sais. Mais respectez, arrêtez de nous entraîner vers dans ce chemin, chers collègues. C'est vrai que le droit, ça vous fait un petit peu de mal. C'est pas une question de respecter. Le Parlement s'est jamais prononcé. Vous voulez pas respecter parce que vous avez toujours utilisé la boîte à outils, tous les moyens d'obstruction. Tout ça avec un Conseil constitutionnel qui est tout, sauf sauf vous remettez en cause le Conseil constitutionnel? Mais non seulement j'ai déposé, c'est tout sauf une cour constitutionnelle. Mais évidemment, mais vous le savez bien. Vous allez remettre en cause l'impartialité. J'ai d'ailleurs déposé une proposition de loi pour remettre en question, pour modifier la composition, du Conseil constitutionnel, de façon à faire en sorte que le Conseil constitutionnel soit comme toutes les cours constitutionnelles indépendant. Vous savez comment il est nommé? Très grave.
Ce qui est très grave, monsieur Poncher, c'est que vous ne respectez pas nos institutions. Vous voyez, cette remise en cause du juge constitutionnel, c'est un vrai problème pour notre pays. Vous pouvez être contre la réforme des retraites, mais on peut très bien vous opposez à nos institutions, vous faites beaucoup de mal à la démocratie. Mais c'est vous qui instrumentalisez de vos électeurs qui n'ont plus envie d'aller aux urnes. Mais je comprends qu'ils n'aient plus envie d'aller aux urnes. Attendez, Mathieu Lefebvre, s'il vous plaît, pas tous ensemble. Si on avait appliqué l'article 40 à votre loi bien vieillir, on ne l'aurait pas débattu. Ce que vous faites, ça va être un préjudice grave pour les libertés du Parlement. Parce que nous allons plus pouvoir, en tant qu'opposition, mais vous aussi en tant que majorité, déposer des propositions de loi. Parce qu'on pourra sortir cette interprétation que vous avez de l'article 40 à toutes les sauces. Et nous ne pourrons plus débattre de rien. Et si on regarde dans l'histoire de cette mandature et de la mandature précédente, si on avait appliqué stricto sensus cet article 40, nous n'aurions débattu de très peu de choses, et en tout cas pas de propositions majeures qui sont importantes aujourd'hui pour les Français. Donc l'article 40, il ne peut pas être sorti à tous les niveaux, et il y a un respect aussi de notre Constitution, et un respect surtout de son esprit qui vise à donner Nous allons parler de l'article 40, parce qu'encore une fois, je voudrais que nous soyons didactiques. Donc nous allons parler de l'article 40 dans un instant. Il est 11h16, article 40 de la Constitution qui existe. Doit-il être utilisé ou pas pour ce texte? C'est la question. Il est 11h16, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Alors, nous allons expliquer, parce que j'aimerais que nos auditrices et nos auditeurs, qui peuvent intervenir d'ailleurs, 0826 300 300, comprennent exactement ce qu'est cet article 40. On nous a parlé du 49.3, on nous a parlé de... Bon, là, on en est à l'article 40 de la Constitution. Que permet cet article 40? On peut bloquer un amendement en évoquant cet article 40 sur certains textes qui créent ou aggravent une charge publique, charge financière publique, c'est-à-dire qui aggrave les finances de l'État. C'est cela ? Est-ce que j'ai dit une bêtise? On ne peut pas, quand on est parlementaire, dépenser des milliards d'euros impunément. C'est comme ça. Alors si on veut changer ça, on peut changer la Constitution, mais il faut être majoritaire dans les urnes pour ça. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Poncher, c'est très grave. Il nous dit le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, ne doit pas fonctionner ainsi, et il faut le changer. Oui. Pardon, mais moi, j'ai pas le droit à géométrie variable. Nos institutions, elles exigent de la rigueur, et elles exigent de la ténacité. Elles ne sont pas là pour être changées quand ça ne vous plaît pas. Et de la même manière qu'hier, il y a eu un vote, et si ce vote ne vous plaît pas, ça n'en reste pas moins un vote démocratique. Oui. Je crois que, vous savez, quand... Non mais c'est très important. Oui, non mais c'est très important, mais moi je voudrais qu'on parle de l'article 40 que les gens... Bon, d'accord. Alors revenons sur cet article 40. Alors, cet article 40, que dites-vous, Iñaki et Chaniz? Il existe cet article. Il existe, mais il est sujet à interprétation. Et si on regarde la jurisprudence mais actuelle... c'est votre conception du droit. Mais c'est pas des oui mais arrêtez d'être si agressif comme ça. Si on regarde l'historique des PPL, des projets de loi, des sujets où il y a pu y avoir cette question de charge, il y a toujours eu une jurisprudence qui a fait que nous pouvions débattre de ces textes et qu'il y avait une adaptation. Bon, en l'occurrence, moi je pose une question. Est-ce que, en l'occurrence, la proposition de loi Lyotte crée une charge financière supplémentaire sur le budget de l'État? Elle a été jugée recevable au moment de son dépôt. C'est ça qui fait foi aujourd'hui, et donc elle doit être... Ces amendements doivent être jugés recevables. Elle crée une charge, mais comme l'ensemble des PPL que vous avez déposés aussi. Là, toutes les PPL créent une charge. Et comment pensez-vous si on applique aujourd'hui cet article 40 comme il le souhaite, le jour où ils seront minoritaires, parce que ça va arriver, ils crieront au loup parce qu'ils ne pourront plus s'exprimer en tant qu'opposition. Ils veulent museler aujourd'hui, via cet article 40, les oppositions. Alors attendez, parce que c'est Bertrand Pancher quand même qui porte, en tant que président du groupe Lyotte, qui porte tout cela, ce texte, cet article 40. Alors, est-ce que votre texte crée une charge financière supplémentaire sur le budget de l'État? Oui, ça va créer une charge supplémentaire temporaire sur cette année, évaluée d'ailleurs par la Cour des comptes autour de 200 millions d'euros, puisque c'est ce que devrait rapporter cette réforme des retraites si elle était mise en place à partir du mois de septembre. Tout ça pour 200 millions d'euros, dites donc dans le courant de cette année. Bon. Que vous compensez comment? Alors qu'on compense... En augmentant les taxes sur le tabac. Qu'on compense... Alors c'est une... Enfin, qu'on compense en engageant une conférence sociale. Nous disons, voilà, nous engageons une conférence sociale pour trouver des moyens de financer. Mais dans le texte, vous faites une proposition sur le tabac. Oui, mais je rappelle, d'accord, mais pour qu'on
comprenne, que vos auditeurs... Mais vous faites exactement la même chose, arrêtez d'utiliser cet argument. Moi, je peux pas parler... Attendez, laissez... Je peux pas parler si... Laissez Bertrand Pancher terminer ses explications. Vous savez ce que c'est, l'arrogance, vous en savez quelque chose. D'ailleurs, vous êtes bien le représentant d'Emmanuel Macron. Vous avez la parole. Je garantis votre temps de parole. Allez-y. Je dis que dans toutes les propositions de loi d'initiative parlementaire, on peut déposer des propositions de loi créant des dépenses. Je vois pas d'ailleurs pourquoi, en vertu de quoi le Parlement pourrait pas déposer des propositions de loi créant des dépenses. Et j'ai d'ailleurs dans la réforme institutionnelle à laquelle je participe, j'ai proposé qu'on supprime cet article 40. Je vois pas pourquoi le gouvernement pourrait l'autoriser et pas le Parlement. Bon, il y a une tradition sous la Ve République, c'est que les propositions de loi d'initiative parlementaire puissent en même temps créer des dépenses. Bon. Qu'est-ce que nous disons sur cette réforme, sur la retraite? Disons qu'il y a à peu près 14 à 15 milliards d'euros à trouver d'ici 2030. Bon. Nous proposons une conférence sociale parce que nous... C'est l'article 2. C'est l'article 2, parce que nous pensons que les solutions, elles sont collectives. Nous avons fait d'ailleurs des propositions de financement, et si nous voulons rétablir un minimum de consensus dans le pays, il faut commencer par le commencement. Alors, cet article 2 qui a été adopté. Oui, mais l'article 2 a été adopté parce qu'il y a une manœuvre tacticienne d'obstruction, et c'était une chronique de l'obstruction annoncée. Mais vous savez très bien, je l'ai dit publiquement. L'article 1 a été rejeté, l'article 2 a été adopté hier en commission des affaires sociales. J'explique tout aux Français, parce que sinon... vous savez pourquoi il faut que vos auditeurs comprennent bien les manœuvres de la Macronie en folie, là, en ce moment. Ils font tout pour supprimer l'article 1, ils gardent une petite partie de la loi, l'article 2, en disant il y a une conférence sociale, mais pourquoi les partenaires sociaux en veulent pas? Mais je vais vous dire pourquoi ils ont insisté pour maintenir cet article 2, parce qu'ils se sont dit comme ça, le texte va être adopté en partie, et il va pouvoir être complété que par un amendement. Et si c'est complété par un amendement, là, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui décide. Mais c'est des stratégies. On voit qu'il y a des votes pour préciser ce que dit M. Pancher sur pour voir les manœuvres. Cet adaptement. Il y a des votes qui vous vont mais des combines sur combines de combines. Non, il faut préciser la manœuvre de la Macronie. Donc, l'article 1 a été rejeté, et si l'article 2 a été rejeté, donc c'est un vote légitime. Vous pouvez me... Non, mais parce que c'est attendez, Mathieu Lefebvre, laissez parler Iñaki et Chani. Si l'article 2 était également rejeté, il fallait revenir au texte initial qui avait été déposé au bureau, et donc nous aurions débattu du texte initial dans l'hémicycle le 8 juin, et donc il n'y aurait pas eu besoin d'amendement, et donc ils n'auraient pas pu utiliser l'article 40. Donc ils ont fait ce stratagème-là, on rejette l'article 1, comme ça fait tomber le texte initial, et les oppositions sont obligées de passer par un amendement. Donc c'est de la pure stratégie, ils ont réfléchi, ils ont fait chauffer les cerveaux. Je suis en train de réfléchir, j'écoute votre débat, votre débat avec des arguments recevables d'un côté comme de l'autre, mais je me mets à la place des Français. Bien sûr. Je vais vous dire une chose, c'est que ces querelles doivent les lasser. Vous ne pensez pas que ces querelles lassent les Français? Monsieur Bourdin, je vous pose la question, moi, simplement. C'est mon premier mandat. Attendez, je mets tout le monde dans pardonnez-moi. C'est mon premier mandat. Les responsabilités sont partagées, me semble-t-il. Je suis parlementaire depuis 8 mois. Je suis parlementaire depuis 8 mois, et je me suis présenté aux élections législatives avec cette volonté de travailler pour les Français. D'améliorer la vie du quotidien et d'être transparent aussi sur le fonctionnement de nos institutions et sur les prises de position de chacun. Et aujourd'hui, ce qui fait mal à notre démocratie et ce qui fait mal à nos engagements personnels, c'est cette stratégie-là d'aller chercher dans les moindres recoins et de perdre les électeurs et de perdre nos concitoyens dans des usages qui sont méconnus ou qui sont instrumentalisés par des gens qui refusent tout simplement de voter, parce que nous sommes les représentants du peuple, et on nous empêche de voter depuis des mois sur ce texte parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires, ils savent qu'ils peuvent perdre la face sur un vote. Donc ils utilisent tout et ils troublent notre démocratie, ils mettent en danger nos institutions parce que ça crée en effet un rejet et un agacement de la population. Bien, 11h27, je vais demander aux auditeurs s'ils veulent venir se mêler de cette conversation. 0826 300 300, et puis nous poursuivons. Mathieu Lefebvre va peut-être répondre, Bertrand Pancher aussi, et puis peut-être que nous verrons, nous allons peut-être passer à autre chose. Très bien. Jean-Jacques Bourdin. Bien, 11h31, nous terminons. Alors, ce débat autour de cette réforme de retraite, puisque nous allons attendre le 8, la décision de la présidente de l'Assemblée nationale, et nous verrons ensuite.
Ensuite, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais je pense que l'été arrivant, la loi ayant été promulguée, je ne vois pas ce qui peut se passer d'autre. Iñaki et Chaniz, qu'est-ce qui peut se passer d'autre après? En tout cas, ce qui peut se passer, c'est que notre pays continue à être fracturé et à avoir ce rejet de cette réforme des retraites et cette perte de confiance de nos concitoyens en nos institutions. La loi sera appliquée. Malheureusement, c'est une possibilité, mais il y aura toujours cette contestation de la part des concitoyens qui sont toujours, on le voit dans les sondages, toujours opposés fermement. La loi sera appliquée dans la contestation. Oui, mais est-ce que c'est ça le respect de la démocratie, d'imposer quelque chose à une majorité de Français qui y sont opposés? Si Emmanuel Macron avait été le général de Gaulle, il aurait au moins appliqué l'article 3 de la Constitution. La souveraineté appartient seul au peuple qui la délègue à ses représentants, bien qui est consulté par voie de référendum. C'est l'article 3 de la Constitution. Puisqu'on ne veut pas faire en sorte que le Parlement soit les représentants du peuple, les seuls représentants du peuple que nous sommes votent, eh bien, le président de la République pourrait... Attendez, Assemblée nationale et Sénat. Mais la souveraineté appartient au peuple, aux parlementaires, au peuple qui la délègue à ses représentants. Nous sommes les représentants du suffrage universel direct. Et article 24 de la Constitution, le Parlement vote la loi. Et j'aurais pas... je pourrais aussi citer l'article 5, le président est le garant de nos institutions. Je ne sais pas dans quel état vont terminer nos institutions. Et donc, il pourrait y avoir une suite pour sortir vers le haut. C'est un référendum, qu'on pose la question à nos concitoyens. Ça serait réglé. Et puis, vous verriez bien, chers collègues, qu'on se remettrait à la table de la négociation si enfin vous nous respectiez. Et on se mettrait à travailler ensemble, comme on le fait dans nos collectivités locales. Je ne sais pas si vous avez été déjà maire, président de département. Moi, je l'ai été. 80% de nos décisions sont prises à l'unanimité, gauche-droite. On finit toujours par travailler ensemble. Et pourquoi au Parlement on ne le fait pas? Parce qu'on ne se respecte pas, parce que c'est toujours le même... Vous travaillez ensemble. Vous ne travaillez pas toujours ensemble parce que vous ne voulez pas travailler avec les élus du Rassemblement National. Moi, je travaille avec... Vous travaillez, vous, sans problème. Je dépose une proposition. Vous travaillez avec les élus du Rassemblement National? Non, vous travaillez avec les élus du Rassemblement National, M. Poncher, vous le dites. Arrêtez. Non, mais vous êtes un expert en formation et en arrogance. Bon, et l'arrogance, c'est exactement ce qu'on reproche à Emmanuel Macron. Alors, cessez d'être son ambassadeur et d'être son ambassadeur. Bon, attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Une ânerie plus une ânerie, ça finit par être tartadanerie. Bon, alors laissez-moi parler, s'il vous plaît. Alors, Mathieu Lefebvre, ensuite... Des grandes leçons de démocratie, mais j'ai entendu aucune condamnation sur les outrances d'hier, aucune condamnation sur le déferlement de haine qui a eu lieu à l'endroit de la présidente de la Commission des Affaires sociales, et aucune condamnation sur le tweet de M. Thomas Porte qui est absolument honteux, premièrement. Deuxièmement, M. Poncher, le respect de la démocratie, c'est aussi le respect de la parole donnée. Quand vous avez proposé la retraite à 64 ans, il faut l'assumer. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui... on va pas revenir. On peut parler d'Olivier Dussopt qui était contre le report de l'âge à 62 ans. Arrêtez, je vous ressors Dussopt aussi. La démocratie, c'est aussi avoir un projet alternatif. Quel est le projet alternatif de M. Poncher, si ce n'est augmenter le prix de la cigarette à 20 €? Une conférence sociale. Quel est votre projet alternatif? Vous n'avez pas de projet alternatif. Et je vais vous dire, dans le fond, M. Poncher, vous avez enfanté un monstre qui tend la main à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Et vous venez d'avouer que vous êtes prêt à tendre la main à l'extrême droite. C'est votre souhait. D'ailleurs, vous déposez une motion de censure transpartisane, dont le seul but, c'est de faire tomber le gouvernement. Mais il y a une majorité de rejet, mais il n'y a pas de majorité de projet. Vous n'avez aucun projet pour la France. Alors, vous ne voulez pas travailler avec le Rassemblement National. Il n'y avait pas question. Moi, mon parcours personnel et politique me fait que je ne peux pas, en effet, je ne peux pas travailler avec un parti qui prône la haine, qui prône le racisme, qui prône l'antisémitisme. Mais vous pouvez voter de la même manière. Alors, moi, je n'ai jamais, et le groupe socialiste n'a jamais voté un amendement qui venait, ou un texte qui venait du Rassemblement National. On ne peut pas les empêcher de voter pour une proposition, mais moi, je n'ai jamais pris part au vote sur quelque chose qui vient du Rassemblement National, et j'ai du mal à entendre les leçons de morale de la Macronie à M. Pancher sur le Rassemblement National, sachant que c'est eux qui ont installé 2 vice-présidents au perchoir de l'Assemblée nationale, c'est eux qui s'appuient sur le Rassemblement National pour faire passer des textes. Je vous rappelle les propos de M. Mélenchon. Attendez, je ne veux pas défendre le Rassemblement National, mais quand on a 89 députés, il est normal qu'on ait au moins une vice-présidence, non?
Oui, mais qui viennent pas dire qu'ils n'ont... moi, je ne sais pas, moi. Je me souviens de ce qu'a dit M. Mélenchon. Il nous disait, motion de censure, plus que 50 voix pour arriver à faire tomber le gouvernement. Vous additionnez quelle voix exactement? Pas celle des gens du Rassemblement National? Je ne suis pas, monsieur... vous êtes de la NUPES, vous êtes socialiste, vous êtes de la NUPES, vous assumez ce que dit votre gourou, c'est pas très grave. Mais c'est pas mon gourou, mais vous êtes dans la caricature, mais c'est dingue quand même. Mais vous savez... Vous êtes d'un mépris, d'une caricature envers les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est vous qui pourrissez la vie publique. Vous cherchez une majorité de rejet avec le Rassemblement National. Il faut que vous l'assumiez. Mais vous cherchez des majorités sur l'immigration, sur le texte hier soir sur l'inflation. Vous avez travaillé avec le Rassemblement National. Pas du tout. Puisqu'on parle du Rassemblement National, vous avez vu ce qui s'est passé. Elisabeth Borne qui a dit le RN est l'héritier de Pétain. Emmanuel Macron, ça n'a pas plu à Emmanuel Macron qui dit le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux, mais par le fond et le concret. Oui. Ah, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron ou avec Elisabeth Borne? Non, mais attendez, Emmanuel Macron, je suis d'accord avec lui. Vous venez de dire que vous voulez travailler avec le Rassemblement National. Emmanuel Macron, je suis d'accord avec lui, sauf que bon, il fait exactement le contraire de ce qu'il raconte. Et si on veut faire en sorte que les extrêmes se mettent pas un moment à diriger notre pays, encore faut-il qu'on puisse écouter nos concitoyens, les respecter. Vous renvoyez dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite. Vous venez de dire que vous étiez prêt à travailler avec le Rassemblement National. Quelqu'un qui décide tout seul, comme Emmanuel Macron, une forme de césarisme. Moi, je décide tout seul, j'écoute personne. Et Marine Le Pen, qui est un peu dans la même logique. Franchement, c'était. Et Mélenchon aussi ou pas? Il y a un moment où Jean-Luc Mélenchon qui donne des instructions également par tweet. Franchement, c'est pas la France, c'est pas l'organisation française dont je rêve, quoi. Moi, je rêve d'une organisation politique française décentralisatrice, à l'écoute des territoires, avec des hommes et des femmes de bon sens. Si on avait un peu de bon sens, on n'en serait pas arrivé. Alors, vous préférez ce que dit Elisabeth Borne ou ce que dit Emmanuel Macron, Iñaki Echaniz? C'est important ce que dit Elisabeth Borne, parce qu'il faut toujours se souvenir du passé. Le RN est l'héritier de Pétain. Et d'où l'on vient. C'est un fait historique. Le RN a ses racines dans l'antisémitisme, a ses racines dans le rejet de l'autre, et on le voit dans les textes fondateurs, et qui était la structuration du Rassemblement National. Donc il faut affirmer la nature de ce qu'est le Front National, mais aussi, en effet, le combattre aussi sur le terrain, pied à pied, justement en contrant la politique néolibérale du gouvernement actuel. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux, dit Emmanuel Macron. Il a raison. Que par des arguments moraux. Il faut toujours rappeler d'où on vient, mais aussi il faut être sur le terrain, démonter les mensonges du Rassemblement National, et en tout cas leur inaction. Parce que sur la réforme des retraites, le grand absent, c'est le Rassemblement National, qui se fait passer pour le grand défenseur des Français, mais on ne les a pas vus, on ne les a pas entendus. Ils sont bien discrets. Les députés votent. Ils se gardent encore quand ils sont présents, mais on ne les a pas entendus une seule fois chercher à contrecarrer ce projet de réforme. Mais ils sont contre. On ne sait pas s'ils sont contre en façade. Ils sont contre en façade parce que ça les arrange bien, parce qu'une majorité de la population est contre. Le vrai marchepied du Rassemblement National, c'est cette union des populistes qui n'a qu'un seul rêve, rejeter tout ce que propose Emmanuel Macron, au seul motif que c'est Emmanuel Macron qui le propose. Et moi, je trouve ça extrêmement grave qu'aujourd'hui, un groupe indépendant comme vous tende la main à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Il n'y a pas d'extrême gauche dans l'hémicycle. Mais le fait que vous ne soyez absolument pas capable de condamner les outrances dont vous êtes responsable fait que le Rassemblement National passe pour des gentils. Ils sont là avec leur costume cravate, ils proposent absolument rien, ils se comportent en passagers clandestins de la vie politique française. Mais vous aurez une responsabilité très lourde si par malheur, dans 4 ans, ils arrivent au pouvoir. Ne faites pas mine de ne pas comprendre. Évidemment qu'on condamne toutes sortes d'attaques. Vous avez dit, Monsieur Pancher, tout à l'heure, que vous étiez prêt à travailler avec le Rassemblement National. Mais localement, ça paraît logique. Arrêtez de raconter n'importe quoi. L'avez-vous dit? Arrêtez de raconter n'importe quoi. J'ai dit que nous déposions des propositions de loi qui étaient soutenues par la droite de la droite et parfois par la gauche de la gauche, et que tout ça c'était le jeu démocratique normal. Ça ne vous pose donc aucun problème que de soutenir le Rassemblement National. Moi, ça me pose un problème. C'est que vous êtes minoritaire, vous ne voulez pas vous rendre compte que vous êtes minoritaire, et vous continuez. Mais moi, je rêve d'un président à l'écoute, et j'ai fini de rêver d'une majorité relative comme vous à l'écoute, parce qu'en écoutant, en débattant avec des personnes comme vous, je me demande
si on va finalement réussir à le faire un jour. Vous êtes minoritaire. Mais je vous pensais êtes que vous alliez arriver. Je pensais, j'ai jamais dit que nous étions majoritaires. Vous êtes minoritaire. Vous auriez dû considérer que c'était le cas en arrivant il y a un an, faire en sorte qu'on se mette d'accord tous ensemble sur des objectifs économiques, sociaux dans notre pays. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous proposez la cigarette à 20 €? Je propose déjà un renouvellement de notre démocratie. Je propose d'abord qu'on écoute le Parlement. Je propose un choc de décentralisation, un choc d'écoute. Je propose des référendums. Et d'ailleurs, c'est la Constitution qui nous l'indique. Je propose un rééquilibrage du Parlement. Et vous faites tout le contraire. Vous faites tout le contraire. Une convention sociale et une meilleure répartition des richesses. Comment voulez-vous que notre pays fonctionne avec des gens comme vous au pouvoir et aussi fermés? C'est pas possible. Alors, puisqu'on parle de fin de vie, puisque vous avez mis le sujet sur le tapis, Iñaki Echaniz, on va en parler juste après la pub, parce que je voudrais quand même fin de vie et emploi. Les chiffres là de la zone euro sont tombés, l'inflation repart en baisse, donc ça rebaisse, et le ralentissement du chômage dans la zone euro. En France aussi, moins que dans la zone euro, mais en France aussi, et problème d'emploi. En France, comme partout d'ailleurs en Europe. Comment faire? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, naturaliser des travailleurs étrangers qui sont déjà sur le sol français, qui travaillent mais qui ne sont pas naturalisés? C'est un vaste débat. Il est 11h42, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est midi moins le quart. Regardons un peu les derniers indices économiques, les dernières indications. Alors, baisse de l'inflation sur le mois de mai, baisse du nombre de chômeurs, très bien. Ce sont de bonnes nouvelles, tout le monde va être content autour de la table. Oui, mais problème en France, manque de main-d'œuvre. Nous, on a des témoignages ici d'auditrices et d'auditeurs très nombreux, des maraîchers qui nous disent qu'ils ne peuvent pas récolter parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre saisonnière. Nous avons aussi des restaurateurs, des hôteliers qui nous disent on ne sait pas comment on va faire pour cet été, et même certains d'entre eux qui disent on va peut-être être obligé de fermer certains jours ou de raccourcir l'amplitude horaire. Que faire ? Que faire? Alors, Iñaki Echaniz, que faire? Alors, moi je viens d'un territoire, le Pays Basque, qui est bien connu pour son tourisme. Par ça. On est touché par ça, et on est touché par un des facteurs de cette pénurie de manœuvre, qui est la question du logement. Aujourd'hui, au Pays Basque, on ne peut plus se loger. Parce que l'ensemble du marché immobilier est touché par la spéculation et la surenchère, et par la question du tourisme et par les plateformes. Et par les plateformes. On a aujourd'hui ce déséquilibre-là où les gens qui habitent à l'année sur nos territoires, du 1er janvier au 31 décembre, ne peuvent plus se loger. Et sur la question du tourisme, on a des professionnels du tourisme qui n'arrivent pas à recruter parce qu'ils ne peuvent plus loger leurs saisonniers. Donc on est arrivé à ce plafond de verre du tourisme, d'un tourisme incontrôlé, qui fait qu'on n'arrive même pas à répondre à l'offre parce que nos territoires sont saturés. On avait, dans le sens du compromis, parce que parfois on y arrive, fait un texte avec le groupe Renaissance et le groupe socialiste que je portais avec Anaïs Glemer, députée du Finistère, qui visait à commencer à régler la question du logement, qui est un peu en train d'oublier. Que disait le texte? De revoir la fiscalité sur le logement, notamment parce qu'aujourd'hui on a un abattement de 71% quand on fait du meublé de tourisme, alors que quand on loue à l'année, on n'a que 30%. Donc c'était de rééquilibrer cette question-là, c'était de donner plus de pouvoir aux collectivités en termes de décentralisation pour avoir un regard sur les changements d'usage et sur les destinations faites aux habitations, pour éviter que tout parte dans le tourisme et qu'on puisse faire un équilibre entre location saisonnière, location pour les saisonniers et location à l'année dans les territoires. Ce texte, il avait été co-construit, il n'allait pas répondre à l'ensemble de la problématique du logement parce que malheureusement la Macronie, on n'en a pas parlé pendant 6 ans et donc le chantier est immense. Mais on avait déjà ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de politique du logement. On avait déjà ces 3 premiers articles. Alors là, on devait, M. Bourdin, débattre de ce texte le 31 mai, hier, en commission, et la semaine du 12 juin en hémicycle. Malheureusement, un groupe de la majorité, le MoDem pour ne pas le citer, a rué les brancards et ce texte a été déprogrammé. Mais pourquoi ? Parce que c'est des difficultés politiques de la part du MoDem de ne pas porter ce texte sur le logement, et notamment parce que je viens d'un territoire où je suis le seul député de gauche élu depuis seulement 8 mois et qui arrivait justement à faire avancer le sujet. Donc voilà, Renaissance a craqué face aux pressions du MoDem et a retiré ce texte de l'ordre du jour. Bien, oui. Ouais, mais voyez, ce dont nous souffrons dans ce pays, je crois que c'est notre incapacité à travailler ensemble sur les sujets. On devrait se réjouir de voir qu'on a créé
créé 1 700 000 emplois depuis 5 ans. On devrait se réjouir de voir qu'on recrée des emplois industriels dans notre pays. Mais on ne se réjouit pas de ne pas trouver de main-d'œuvre. Oui, bien sûr. Et on ne se réjouit pas de ne pas pouvoir loger, de ne pas pouvoir loger et les saisonniers et les jeunes, des régions touristiques. Pendant des années, j'ai entendu le ministre du Travail, singulièrement sous François Hollande, veut dire à la radio, nous expliquer que ce mois-ci, il y avait encore X milliers de chômeurs en plus. Donc on devrait pouvoir s'en réjouir et essayer de travailler ensemble pour atteindre le plein emploi. Moi, je suis tout à fait prêt à travailler avec vous, Monsieur Chéniz, sur ce sujet. Et de ce point de vue, la proposition dont vous parlez sera évidemment mise à l'ordre du jour. Et il n'est pas trop tard pour bien faire, il n'est pas trop tard pour la reporter. Elle sera mise à l'ordre du jour. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais vraiment, essayons. Parce que c'est 6 mois de retard et c'est une crise qui s'enfonce 6 mois de plus. Sur ces sujets de travailler ensemble, sur les grands équilibres du pays. C'est ce qu'on a fait, vous avez rompu le chômage, sur la formation professionnelle, sur le projet de loi Industrie verte, Monsieur Chéniz. Allez-vous voter en sa faveur? Allez-vous contribuer à nous aider à faire en sorte qu'on retrouve des emplois industriels dans notre pays comme nous l'avons déjà fait? Ça va dépendre de vous et du poids que vous donnez à vos oppositions et à l'écoute que vous abordez. C'est pas une question politique politicienne. Là, on parle d'industrie verte. Moi, ce que je souhaite, c'est que demain, il y ait plus d'industrie dans notre pays et plus d'ouvriers industriels, qu'on retrouve cet art de la main, cet art essentiel. Pendant des années, on a dit l'industrie, ça sert à rien, il faut une économie de service. Essayons de travailler ensemble pour qu'on ait plus d'industrie. Nous, on est prêt au compromis, mais du moment où on nous écoute. Je vais citer l'exemple d'hier soir, où nous avions un texte sur l'augmentation des prix des loyers, justement, et où la majorité disait on va reproduire le blocage à 3,5% au maximum d'augmentation. Nous disions 3,5% c'est trop, parce que ça fait une augmentation de 7,12% sur 2 ans, et que c'est au-delà de l'inflation. Donc nous demandions un geste de la part de la majorité. Notre proposition de base, c'était de geler les loyers pendant 1 an, et après on s'est dit on va justement travailler le compromis, on va passer à 2% maximum. On s'est dit ils vont nous suivre, ils vont nous écouter, on va trouver ce fameux compromis qui nous vendent depuis des mois, et puis ça a été une fin de non-recevoir. Sur l'emploi. Oui, alors d'abord, pas d'excès de triomphalisme, faut quand même pas exagérer, faut pas exagérer, cocorico, quoi. Chômage baisse partout en Europe, il baisse en France, tant mieux. On a d'ailleurs un taux de chômage, et vous le savez bien, qui est supérieur à la moyenne européenne. Première observation. Deuxième, le chômage baisse de la même façon partout. Arrêtez de raconter le chômage baisse. La précarité augmente. On n'a jamais eu autant de déficit du commerce extérieur depuis que vous êtes au pouvoir. Troisièmement, vous avez creusé la dette de 600 milliards d'euros depuis votre arrivée. Chapeau. Franchement, il fallait pas sauver les artisans, les commerçants différemment. Donc vos leçons, vous savez, soyons modestes. Qui c'est qui a voté l'emploi? Attendez, laissez bien Trempancher s'exprimer. Je reviens à l'emploi. J'étais élu territorial pendant des années. J'observe que malheureusement, les politiques de transport, notamment en milieu rural, ça n'avance pas. C'est un vrai frein à l'embauche. Les politiques de logement, ça n'avance pas. Les politiques de rénovation thermique, c'est pareil. On ne sait pas où habiter. J'ajoute que on dépense plus de 30 milliards d'euros dans le domaine de la formation dans notre pays. Tout est centralisé, tellement centralisé que ça ne fonctionne pas. Redonnons le pouvoir à nos collectivités pour faire en sorte qu'on se prenne réellement en main pour mettre en place les mesures qui permettront de diminuer encore le taux du chômage. Les collectivités ont une part de responsabilité dans le manque de logement. Mais elles n'ont aucun moyen. Mais les collectivités n'ont aucun moyen en matière de transport, en matière de logement. On n'a même pas la main sur la formation. Moi, je vais dans mes permanences, j'ai envie, tu comprends. On m'a proposé une formation, je l'ai prise parce que ça augmente. Comment ça augmente demain? Oui, mais je me mets à la place des collectivités aussi. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'il y a des collectivités qui ne construisent pas parce que ils sont en but à l'artificialisation des sols. C'est clair. Parce qu'il y a des freins écologiques. Évidemment. Oui, mais ces contradictions, les règle comment? Est-ce que vous ne pensez pas que le meilleur endroit pour régler ces contradictions, c'est sur le plan territorial, avec des gens qui discutent ensemble sur les objectifs et les moyens à se donner? Tout est centralisé dans notre pays. Regardez les politiques de transport, les politiques de logement. Et on se demande pourquoi ça marche pas. Ça m'étonne pas que ça marche pas. Et j'ajoute que il faudrait peut-être aussi prendre tout ça par le bon bout. Les questions de généralisation des
des systèmes d'aide, notamment les plans zéro chômeur. Il faut expérimenter, notamment ces systèmes. Et puis il y a la loi sur l'immigration, je ne conteste pas, qui arrive bientôt au Parlement. Oui. Si c'est une loi qui est équilibrée, mais je commence à avoir peur sur l'équilibre. Et bien entendu, on voit bien qu'il y a 300 à 400 000 migrants qui sont sur notre territoire, qui sont d'ailleurs des femmes, des hommes et des enfants, qui sont là parfois depuis 5 ans, 10 ans ici. On les expulsera jamais. Moi, je vois dans mes permanences, et je l'ai eu encore la semaine dernière, le chef du service de médecine de ma ville qui vient me voir en me disant j'ai 3 médecins qui attendent depuis 6 mois pour venir exercer dans ma ville de Bar-le-Duc, ça bloque. On voit bien que là aussi... Donc pour les métiers en tension, on naturalise. Voilà, on naturalise, et je pense qu'on va trouver des solutions, pas uniquement avec une ou 2 stratégies. Il faut mettre les gens ensemble et vous allez voir qu'on va trouver des solutions. Bien, merci. Merci, messieurs. Merci. Je suis obligé d'interrompre ce débat qui aurait pu durer très longtemps. Des heures et des heures. Oui, des heures, parce qu'il y a tellement de sujets intéressants qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens, évidemment. 11h55, vous êtes sur Sud Radio. Merci à tous les 3. Merci, M. Bourdin. Merci à vous. Mathieu Lefebvre et Bertrand Pancher. Merci. À bientôt. 11h55, à bientôt. Vous êtes sur Sud Radio. Merci, messieurs. Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Jacques Attali. Le Monde, mode d'emploi, mode au pluriel. Comprendre, prévoir, agir, protéger chez Femmes Marion. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jacques Attali. Alors. Vous, c'est un livre à la fois inquiétant, mais qui porte aussi quelques messages d'espoir. Est-ce que le temps nous est compté? Vous écrivez « Le temps nous est compté ». Est-ce que le temps nous est compté? J'essaie dans ce livre de faire la synthèse de tout ce qu'on sait en 250 pages, qui était difficile, sur l'histoire du monde depuis 3000 ans, sur les grandes tendances depuis 1000 ans, et d'en déduire des prévisions sur 30 ans. Ce qui n'est pas très difficile, parce que 30 ans, c'est pas grand-chose. Oui, 2050. Et sur 2050, on s'aperçoit qu'il y a des évidences qui arrivent, c'est-à-dire la croissance démographique, des progrès techniques fabuleux, des mouvements géopolitiques qui vont entraîner un déclin relatif des États-Unis, une montée de la Chine, une montée de l'Afrique, qui sera une grande puissance un peu plus tard, une montée de l'Inde, mais en même temps une impossibilité sans doute de voir un nouvel empire prendre le pouvoir après celui des États-Unis, une impossibilité pour les États-Unis de maintenir leur pouvoir. Je ne crois pas, par exemple, que la Chine deviendra la superpuissance. La domination vraisemblable du monde par l'économie contre le politique, et en particulier par les entreprises qui vont généraliser des objets de consommation nouveaux qui seront des objets ultra narcissiques. Et à partir de ce chaos que le marché sans état de droit va créer, l'aggravation de 3 menaces qui pèsent sur nous depuis longtemps, qui sont la menace climatique, qui est beaucoup plus grave qu'on ne le croit, la menace de guerre qui s'accélère et s'amplifie. De l'hyper-conflit. Voilà. Et ce que j'appelle la menace de l'artificialisation, c'est-à-dire tout ce qui vient au confluent de la génétique et de l'intelligence artificielle pour créer davantage de suppléments ou de prothèses aux humains jusqu'à les remplacer totalement. Et ça, c'est des menaces épouvantables, mais il y a des réponses. Et quand je dis le temps est compté, c'est que nous avons les moyens encore de gagner. J'ai pris avant-hier l'exemple du match de mon fils. On est mené 4-0, mais le match n'est pas perdu. On est mené 4-0 au 5e set, mais le match n'est pas perdu. On peut le gagner encore. Et j'essaye d'expliquer comment. Bien, c'est le sujet du livre, hein, Jacques Attali. Mais on va entrer un peu dans le détail. D'abord, vous rappelez, et ça, je suis tellement d'accord avec vous, vous dites, chacun d'entre nous devrait plus que jamais s'intéresser à la marche du monde. Nous oublions, quel que soit finalement, on parle beaucoup des Français qui sont toujours très autocentrés, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Russie, c'est vrai en Chine, c'est vrai partout dans le monde. C'est une tendance naturelle que de s'intéresser à soi. Oui. Et le libéralisme économique, comme le libéralisme politique, il pousse beaucoup, puisque le libéralisme conduit à moi d'abord. Moi d'abord, c'est d'ailleurs la principal slogan publicitaire. Donc l'économie de consommation fonctionne là-dessus. C'est aussi le populisme. Moi d'abord, c'est moi d'abord et je ne veux pas des autres.
c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'idéologie d'un bouddhisme mal compris, du zen, de la méditation. Donc il y a une sorte de consensus assez global autour du narcissisme. Et mondial. Et mondial. Les Chinois pensent qu'à eux, les Indiens pensent qu'à eux, et souvent dans des conditions plus particulièrement difficiles, sans se rendre compte de quelque chose qui est très difficile à comprendre, mais qui est pourtant essentiel. Nous avons intérêt au bonheur des autres. Nous avons intérêt à être altruistes. Nous avons intérêt au bonheur de nos enfants, bien sûr. Mais nous avons intérêt au bonheur de tous, parce que c'est par le bonheur de tous que, pour prendre des exemples prosaïques, si les gens sont tous bien soignés, il n'y aura pas de pandémie. Si les gens mangent tous à leur faim chez eux, ils ne viendront pas dans d'autres pays. Si les gens sont tous bien éduqués, l'économie mondiale sera plus développée et la culture et la démocratie sera beaucoup plus florissante. Donc nous avons intérêt au bonheur des autres, comme un musicien d'orchestre ou un joueur de foot qui a intérêt à ce que les autres joueurs ou les autres musiciens jouent bien. Bien sûr. Mais on ne s'en rend pas compte parce que nous sommes pris dans une idéologie où on a l'impression que ce qu'on donne aux autres est pris à soi. C'est le contraire. Oui. Et c'est la grande bataille idéologique d'aujourd'hui, entre l'altruisme, dont d'ailleurs on peut prendre un exemple très simple. Un boulanger a intérêt à ce que ses clients soient contents. Il a donc intérêt à être altruiste. C'est la condition de son propre succès. Bien sûr. Mais s'il pense qu'à lui, il est mort. Il va faire faillite. Oui. Donc, nous avons intérêt à être altruistes, nous avons intérêt à nous occuper des autres, et on n'y pense pas beaucoup. Au-delà de toutes les crises qui s'annoncent, c'est le premier grand défi. Absolument. Parce que c'est le défi de l'humanité, celui-là. Et plus encore, nous avons intérêt, et c'est encore plus compliqué à admettre, nous avons intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Oui. Parce que ceux qui ne sont pas encore nés feront un jour les travaux dont nous avons besoin. Oui, bien sûr. Nous serons encore plus âgés que nous le sommes. Et nous avons donc intérêt à imaginer une planète où plus personne ne naîtrait, ça serait l'enfer pour les derniers vivants. Donc nous avons intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Donc on a intérêt à financer les crèches, les écoles maternelles, les maternités, la protection de l'environnement, même si les dangers sont à 50 ans. Nous y avons intérêt, nous. Oui, parce que vous dressez évidemment des constats que beaucoup ont fait, mais bon, ils sont clairs. L'espérance de vie qui ne progresse plus, les dépenses de défense qui augmentent, le terrorisme et le fondamentalisme qui se développent, les conflits impliquant au moins un gouvernement, il y en a 56, vous avez recensé, 56. Le changement du rapport au travail, par exemple. Vous rappelez que dans les pays développés, les humains ne passent pas plus de 10% de leur vie à travailler. C'était 40% en 1900. Oui. Voilà, c'est un chiffre qui peut surprendre, mais il suffit de calculer soi-même pour sa propre vie, pour ceux qui ont fait des études, pour s'apercevoir que c'est vrai. Et alors, très bien j'ai une question, tiens, en parallèle, qui me vient à l'esprit, comme ça, spontanément. Est-ce que l'intelligence artificielle dont on parle tant peut détruire le monde ? C'est la meilleure et la pire des choses, comme tout. On pouvait dire la même chose de la machine à vapeur. Et d'ailleurs, on a craint que la machine à vapeur détruise l'humanité. Oui, l'intelligence artificielle, si elle est mise au service du mal, peut créer des faux. Vous pourriez être en train de parler avec un faux moi, je pourrais être en train de parler avec un faux vous, et ça entraîne beaucoup de perspectives. J'ai d'ailleurs été déjà victime de ce genre de piège. On peut avoir toutes sortes de manipulations qui entraînent des provocations et des guerres. On peut avoir des intelligences artificielles qui deviennent des armes terribles. Mais en même temps, c'est un outil extraordinaire pour la santé, pour l'éducation, pour l'amélioration des conditions de travail. Tout dépend de ce qu'on va en faire. Tout dépend de ce qu'on va en faire. Comment on va l'utiliser, c'est évident. Voilà. Est-ce qu'on va l'utiliser au profit de l'humanité ou aux dépens de l'humanité? C'est toute la grande question. Le grand auteur de science-fiction, Isaac Asimov, avait dit sur l'intelligence artificielle, il faut imposer 3 lois qui se résument à une seule. Une intelligence artificielle ne doit pas nuire à celui qui l'a créée. Oui. Voilà. Et si on arrive à imposer cela, ce qui n'est pas facile, je pense que l'intelligence artificielle sera un outil formidable d'amélioration de la vie de chacun. Alors j'étais passionné par votre livre, Jacques Attali. Vous dites, alors vous avez des moments où on déprime un peu. Vous dites, les crises qui s'annoncent sont bien plus terribles que toutes celles du passé. C'est pas pour j'écris pas ça pour déprimer. Au contraire, j'écris ça pour qu'on se réveille, que ça n'est pas lieu. Pour qu'on se réveille, oui, pour que ça voilà, moi, nous donne envie de bouger. Je prône le basculement vers ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire sortir de l'économie
l'économie de la mort, qui est tout ce qui tourne et utilise les énergies fossiles et les sucres artificiels, qui représentent, quand on y réfléchit, plus de la moitié du PIB, plus de la moitié de votre consommation et de la mienne. Oui. Nos vêtements, nos voitures, nos tables, nos meubles, les produits chimiques qu'on utilise, c'est plus de 50% de notre dépense. L'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les médias, la culture, les énergies renouvelables, l'alimentation saine, c'est même pas 40 à 50% du PIB et de notre consommation individuelle. Donc chacun d'entre nous a un rôle à jouer en éliminant aussi vite que possible toutes ces consommations en économie de la mort et en faisant plus de place pour l'économie de la vie. On peut, même si on a un budget modeste, dépenser plus pour de l'alimentation saine, à condition de dépenser moins sur... L'économie de la mort dont vous parlez, qui asphyxie nos océans et nos mers avec le plastique, qui là aussi, c'est un danger majeur. Qui fait partie de l'économie de la mort. Le plastique, c'est du pétrole. Bien sûr. Et l'ensemble des autres dimensions en font partie. Évidemment. Alors, vous dites l'humanité, donc vous avez évidemment des pistes, vous proposez des pistes de réflexion. Vous dites l'humanité peut encore emprunter un chemin très étroit, mais est-ce que... Ça, je me projette sur un terrain plus politique. Emprunter un chemin, mais parfois, quand on emprunte un chemin qu'on ne connaît pas, on a besoin d'un guide. Est-ce que l'humanité a besoin aujourd'hui d'un guide ? Le guide, ça peut être chacun d'entre nous, et mon travail comme intellectuel, chacun d'entre nous, c'est d'apporter des moyens. Comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que dans les pays aujourd'hui, il y a une montée d'autoritarisme. Vous le constatez, Oui, il y a une montée de l'autoritarisme, mais je ne pense pas que l'autoritarisme soit plus efficace que la démocratie. La façon dont la Chine a désastreusement mené la politique du Covid, qui ne serait pas devenue une pandémie mondiale si la Chine avait été une démocratie, parce qu'on aurait immédiatement su... C'est vrai, oui, c'est vrai. Donc la Chine a été... Et la Chine aujourd'hui est en train d'échouer. C'est pour ça que je pense qu'elle ne sera pas le centre du monde dans 20 ans. Elle est en train d'échouer parce qu'aucune dictature... Elle échoue aujourd'hui, la Chine ? Dans l'histoire, et c'est ce que je raconte dans ce livre, on s'aperçoit que les puissances dominantes ont toujours été à l'avant-garde des libertés. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que la France n'a jamais été la puissance dominante. Et que pour être à l'avant-garde des puissances dominantes, il faut toute une série de conditions que la Chine ne remplit pas. Il faut accueillir les étrangers, il faut accueillir le changement, il faut ne pas se mentir à soi-même, qui est le pire mensonge. Or, les dictatures, elles font que ça. Et donc, la Chine va avoir d'énormes difficultés devant elle, ce qui la conduira, je pense, je ne sais pas quand, à faire s'effondrer le régime actuel comme il s'est effondré dans toutes les dictatures. Parce qu'il y a une contradiction entre une économie de marché qui crée une classe moyenne et une dictature qui ne garantit pas la propriété privée. Or, la classe moyenne a besoin d'être sécurisée sur sa propriété. Donc, je pense que la Chine va connaître quelques problèmes. Ce qui ne veut pas dire que nous n'en connaîtrons pas aussi. Mais ce qui veut dire que, d'abord, il faut prendre conscience que nous sommes, nous en Europe, formidablement privilégiés, même si un tiers des Français au moins vivent dans des conditions extrêmement difficiles, mais nous sommes un continent privilégié, et si on sait jouer notre carte, vous parlez d'un guide, si l'Europe sait ensemble se doter des moyens de sa défense et de protéger son modèle social, et de protéger son identité culturelle, je pense qu'on a toute vocation à être l'avant-garde du monde. De l'Europe, hier en Slovaquie, le président de la République était en Slovaquie, aujourd'hui en Moldavie. L'Europe, on n'a plus que jamais besoin d'Europe. Oui. Je me permets de rappeler que l'initiative qui a été prise par le président Macron, très heureusement, d'une confédération européenne ou d'une communauté européenne, reprend presque mot pour mot celle que François Mitterrand avait lancée en 1992, qui était un moment où nous essayions de créer les conditions de rassembler au plus vite tous les pays d'Europe avant qu'ils ne puissent entrer dans l'Union européenne, et ça reste une extrême actualité. Donc il reprend, avec, j'espère, un plus grand succès, ce que nous avions essayé de faire il y a 30 ans. Oui, c'est indispensable pour nous, pour l'avenir, même l'avenir du monde. C'est fondamental. Parce que c'est un point de stabilité, l'Europe. Oui, et puis si on veut des règles du droit global, ce qui est nécessaire, si on n'est pas capable de faire des règles de droit à 500 millions d'habitants, comment on leur fera 7 milliards ? Oui. Donc, évidemment. Nous sommes un avant-garde et un terrain d'expérimentation. Alors j'ai été frappé aussi. Pourquoi dites-vous que nous sommes à la veille d'une immense crise financière ?
Bon, ça c'est connu. Vous croyez vraiment que nous risquons une immense crise financière ? Il faut regarder l'histoire. Moi, je regarde toujours loin et global. Si on regarde loin et global, on s'aperçoit que chaque fois qu'un centre de pouvoir a vacillé, il a commencé par retarder sa chute en empruntant. C'est ce que font les États-Unis, qui ont été 3 fois au centre du monde, d'abord à Boston, puis à New York, maintenant en Californie. Et depuis 2007, le centre mondial californien vacille. Et pour maintenir son pouvoir, on s'endette. Tant à titre personnel qu'à titre collectif, s'endetter, c'est procrastiner. Ou procrastiner suppose de s'endetter. Et c'est ce qu'ont fait les Américains. Aujourd'hui, ils le peuvent, parce que comme ils ont la première armée du monde, le dollar reste la monnaie de référence, l'un est lié à l'autre, puis où allez-vous investir les immenses ressources de la planète si ce n'est pas dans cet endroit qui est encore un havre de tranquillité pour les détenteurs de capitaux. Donc ils ont les moyens de le faire. Mais la dette américaine, c'est le tiers du PIB mondial. C'est le tiers du PIB mondial. Et avec des endettements extraordinairement instables. Même l'endettement immobilier qui avait causé la première crise de 2007-2008, il a recommencé exactement de la même façon aujourd'hui. Exactement le même. Alors là, on vient de peut-être, on saura ça ce soir ou demain avec le vote du Sénat, de passer une étape en retardant le plafond. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a autorisé à dépenser plus, c'est tout. Et donc la dette augmente encore. Or, l'histoire, et c'est pour ça que je crois très important de comprendre l'histoire nous apprend qu'il y a 3 moyens de régler la dette, qui sont l'inflation, qui ruine les prêteurs, la guerre, qui ruine tout le monde, et la croissance. Alors, si on fait une croissance qui aggrave le climat, on aura réglé un problème et aggravé un autre, mais si on fait une croissance de l'économie de la vie, on aura réglé l'un et l'autre. Et c'est là où c'est très important de changer de mode de développement pour aller vers une croissance de l'économie de la vie. Eh bien, merci de nous avoir permis de comprendre, de prévoir, d'agir, ce qui est important. En fait, ce sont les pistes pour agir que vous donnez. À titre personnel aussi, parce que j'explique ce que chacun d'entre nous peut faire. Merci beaucoup, Jacques Attali. Le Monde, mode d'emploi chez Flammarion. Merci d'être venu nous voir sur Sud Radio. André Berkoff.